Robert Dubois avait bâti sa fortune grâce à des décennies de décisions judicieuses et de risques calculés. À 62 ans, il se tenait dans la salle d'exposition du funérarium Hébert. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume sombre impeccablement repassé, il incarnait à la perfection le succès de l'homme d'affaires qu'il était devenu. Mais aujourd'hui, tout cela importait peu. Sa mère, Éléonore Dubois, reposait devant lui dans un cercueil blanc immaculé. Elle avait 87 ans. Les médecins avaient diagnostiqué un AVC massif. Rapide, avait-il dit, indolore, avait-il promis. Elle ne s'était tout simplement pas réveillée ce matin-là. Robert était arrivé de Montréal quelques heures plus tard. Il avait tout organisé avec l'efficacité qu'il mettait dans tout ce qu'il entreprenait. Les obsèques auraient lieu le lendemain. Simple, digne, comme Éléonore l'aurait souhaité, du moins c'est ce qu'il se répétait. À ses côtés se tenait sa sœur, Patricia, 59 ans, les cheveux blonds tirés en arrière, vêtue d'une robe noire qui semblait porter le poids de leur chagrin commun. Elle essuyait ses yeux avec un mouchoir, les épaules tremblantes. Elle a l'air paisible, murmura Patricia. Robert hocha la tête, mais ne dit rien. Il y avait des mots coincés au fond de sa poitrine qu'il ne pouvait pas prononcer. Un soulagement presque total. Des regrets peut-être, ou simplement la prise de conscience qu'il avait été trop occupé à bâtir son empire pour venir aussi souvent qu'il l'aurait dû. Le directeur des pompes funèbres, un homme mince aux tempes grises, s'approcha discrètement. Nous allons bientôt fermer pour la soirée. Monsieur Dubois, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, mais le bâtiment sera fermé à 20 heures. Nous partirons dans quelques instants, répondit Robert d'une voix calme et posée. Tandis que les membres de la famille sortaient un à un, présentant leurs condoléances en silence et promettant de revenir le lendemain, Robert se retrouva seul dans la pièce avec sa mère. Patricia était allée vérifier les compositions florales. Le silence retomba dans le funérarium. C'est alors qu'il entendit un bruit. D'abord, à peine perceptible, un léger bruissement dans le couloir, puis une voix basse et pressante. « Monsieur Hébert. Monsieur Hébert, êtes-vous encore là ?» Robert se retourna et vit une femme en uniforme orange et blanc se précipiter dans la pièce. Elle avait une quarantaine d'années, les cheveux noirs tirés en arrière en queue de cheval, le visage rouge d'effort. Son badge indiquait Marie Sanchez. Elle faisait partie du personnel de nettoyage, réalisa Robert. Il l'avait vue plus tôt, travaillant tranquillement dans le hall. « Je suis désolé de vous interrompre, dit Marie, légèrement essoufflée. Mais je dois trouver monsieur Hébert. C'est urgent. Il vient de partir, répondit Robert d'un ton froid. La cérémonie aura lieu demain à 10 heures. Si vous devez nettoyer cette pièce, vous devrez attendre. Mais Marie ne le regardait pas. Elle fixait le cercueil, les yeux écarquillés d'une expression qui ressemblait à de l'inquiétude. Monsieur, dit-elle lentement. Je dois vous parler de votre mère. Robert ressentit une pointe d'irritation. Je ne pense pas. S'il vous plaît, l'interrompit Marie en s'approchant. Je sais que cela va paraître impossible. Je sais que vous allez me prendre pour une folle, mais je travaille ici depuis 12 ans et j'ai vu des choses. Des choses que la plupart des gens n'imaginent pas. La mâchoire de Robert se crispa. Si c'était une sorte de... Votre mère a bougé. Les mots restèrent suspendus entre eux. Robert la fixa. Qu'avez-vous dit? Je nettoyais la pièce d'à côté il y a une vingtaine de minutes, dit Marie, sa voix s'accélérant à présent. Le mur est fin, j'ai entendu quelque chose. Un bruit comme si quelqu'un essayait de respirer. Luttant pour respirer. C'est impossible, dit Robert d'un ton neutre. Ma mère a fait un AVC massif. Elle est partie depuis 2 jours. Je sais ce que ça donne l'impression d'être, dit Marie. Et maintenant, sa voix portait une douce insistance qui rappelait étrangement à Robert celle de sa mère. Mais s'il vous plaît, regardez. Regardez-la attentivement. Contre toute attente, contre toute logique, Robert se tourna vers le cercueil. Éléonore était allongée exactement comme avant, paisible, immobile. Les mains croisées sur la poitrine. Mais soudain, il le vit. Un mouvement si imperceptible qu'il aurait pu l'imaginer. Ses doigts. Ils tressaillirent. Le cœur de Robert s'arrêta. « Oh mon Dieu !» souffla-t-il. Marie était déjà en mouvement, se précipitant vers le cercueil. « Aidez-moi !» dit-elle d'une voix pressante. « Il faut la sortir tout de suite. » Mais les médecins? La voix de Marie s'éleva, et il n'y avait plus aucune hésitation. « Monsieur, je vous en prie. J'ai déjà vu ça. Un homme que tout le monde croyait mort. On appelle ça la catalepsie. Le corps s'arrête si complètement que cela imite la mort, mais elle est vivante. Je sais qu'elle est vivante. » Robert sentit ses mains trembler en tendant la main vers sa mère. Patricia apparut sur le seuil, les yeux écarquillés. « Robert, qu'est-ce que tu fais? »« Appelle une ambulance, » cria-t-il. Robert et Marie, ensemble, soulevèrent Éléonore du cercueil. Elle était si légère, si fragile. Tandis qu'on la déposait sur le sol,
Robert pressa ses doigts contre son cou, cherchant désespérément son pouls. Et il était là, faible, à peine perceptible, mais palpitant. « Maman, murmura-t-il. Maman, tu m'entends » Les paupières d'Éléonore tremblèrent. Un mouvement imperceptible, mais il était là. Les minutes qui suivirent passèrent comme dans un brouillard. Les ambulanciers se précipitèrent. Masque à oxygène, vérification des constantes vitales, conversation à voix basse sur le manque d'oxygène, le coma et les miracles. À l'hôpital, 3 heures plus tard, Robert était assis au chevet de sa mère en soins intensifs. Elle respirait désormais seule. Les médecins étaient prudemment optimistes. Elle était dans un état catatonique profond, expliquait Rill, un état qui avait si bien imité la mort que même les professionnels de la santé s'y étaient laissés prendre. C'était rare, presque inouï, mais c'était arrivé. Patricia se tenait près de la fenêtre, pleurant de soulagement, et non plus de chagrin. Et dans un coin de la pièce, silencieuse et discrète, se tenait Marie Sanchez. Robert se leva et s'approcha d'elle. Pendant un long moment, il contempla simplement cette femme qui avait sauvé la vie de sa mère. Cette femme qu'il avait à peine remarquée. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il finalement. Marie sourit doucement. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » « Non, » dit Robert fermement. « Pas n'importe qui. La plupart des gens auraient ignoré ce qu'ils entendaient, se seraient persuadés qu'ils avaient rêvé. Mais vous, non. Vous avez pris la parole. Vous avez insisté même quand je ne voulais pas écouter. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit son portefeuille. Marie leva la main. « S'il vous plaît, » dit-elle. « Je ne veux pas d'argent. »« Alors que puis-je faire ?» demanda Robert. « Il doit bien y avoir quelque chose. » Marie jeta un coup d'œil à Éléonore, qui dormait paisiblement à présent. Vraiment paisiblement. « N'attendez pas, » dit-elle doucement. « N'attendez pas pour dire aux gens que vous les aimez. N'attendez pas pour leur rendre visite. N'attendez pas pour arranger les choses. Parce que parfois on n'a pas de seconde chance. » Ces mots frappèrent Robert comme un coup de poing. Combien de fois avait-il eu l'intention de venir? Combien de coups de fil avait-il interrompu à cause d'une réunion? Combien de fois s'était-il dit qu'il aurait le temps plus tard? « Tu as raison, » dit-il doucement. « Tu as tout à fait raison. » Marie lui serra le bras, puis se tourna pour partir. « Attends, » dit Robert. « Dis-moi au moins. Comment le savais-tu? Comment en étais-tu si sûr? » Marie s'arrêta sur le seuil. « Ma grand-mère, » dit-elle. « Quand j'étais petite, tout le monde la croyait morte. Mais ma mère refusait d'y croire. Elle insistait, quelque chose n'allait pas. Il s'est avéré que grand-mère était tombée dans le coma diabétique. Les médecins ne l'avaient pas détecté. » Elle sourit tristement. Elle a vécu encore 15 ans. Ce jour-là, j'ai appris à faire confiance à mon intuition, même quand elle me paraît absurde. Après le départ de Marie, Robert retourna au chevet de sa mère. Il lui prit la main, en faisant attention aux perfusions, et pour la première fois depuis des années, il se laissa aller à pleurer. 3 semaines plus tard, Éléonore Dubois était assise dans son jardin, enveloppée dans une douce couverture, à regarder les feuilles d'automne tomber du vieux chêne. Elle était encore faible. Le médecin avait dit que sa convalescence prendrait du temps, mais elle était là. Elle était vivante. Robert venait la voir tous les jours maintenant. Il avait réorganisé tout son emploi du temps. Certaines affaires pouvaient attendre. Certaines réunions pouvaient être déléguées. Sa mère, non. Ils n'ont pas parlé immédiatement de ce qui s'était passé. Il y aurait du temps pour cela. Ils ont plutôt parlé de choses futiles. Les oiseaux à la mangeoire, le nouveau chiot des voisins, la façon dont la lumière du soir dorait les nuages. Et un soir, au coucher du soleil, Éléonore serra la main de Robert. « Je t'ai entendu, » dit-elle doucement. « Où que je sois, je t'ai entendu m'appeler. Je t'ai entendu dire que tu étais désolé, que tu m'aimais. » Robert sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je le pensais vraiment, maman. »« Je sais, » dit Éléonore. « Et je l'ai entendu aussi. » Cette femme, Marie, il y avait une telle détermination dans sa voix, comme si elle n'allait pas me laisser partir. Elle sourit. « Tu l'as retrouvée, n'est-ce pas? Pour la remercier comme il se doit. » Robert acquiesça. Il avait retrouvé Marie, bien sûr. Il lui avait offert tout ce qu'il pouvait imaginer. Mais Marie avait tout refusé. Au lieu de cela, elle lui avait demandé de faire un don à l'hospice où sa grand-mère avait passé ses derniers jours, afin d'aider d'autres familles à trouver du réconfort dans les moments difficiles. Il avait donc fait un don important. Et puis il avait fait plus. Il avait mis en place un programme de formation au sein de l'entreprise de pompes funèbres, apprenant au personnel à reconnaître les cas rares comme celui de sa mère, à faire confiance à leur instinct, à s'exprimer. Cela ne ramènerait pas le temps perdu. Mais cela pourrait éviter à d'autres familles de perdre ce qu'il avait failli perdre. « J'ai appris quelque chose, » dit Robert à sa mère. « En te perdant presque, grâce à Marie, à cause de tout ça. »
Quoi donc, mon chéri? Que la bonté n'attend pas la permission. Que le courage, parfois, c'est de prendre la parole quand personne ne veut écouter. Et que ceux qu'on néglige, ce sont peut-être ceux qui nous sauveront. Éléonore sourit et lui tapota la main. Il t'a fallu tout ce temps pour comprendre ça, dit-elle avec la douce taquinerie d'une mère qui a toujours su que son fils trouverait sa voie. Finalement, ils restèrent assis ensemble à la tombée de la nuit, sans avoir besoin d'en dire plus. Parfois, les plus grandes leçons se présentent sous des formes inattendues. Parfois, la grâce arrive vêtue d'un uniforme orange et le cœur rempli de compassion. Et parfois, quand on nous offre une seconde chance, on comprend enfin ce qui compte vraiment.